Tu comprends quelque chose là? Bah ouais, tout, mon gars. Hein? Tu comprends l'anglais, toi? I speak very well English. Me prends pas pour un idiot. Je rigole. Ouais. Non, en fait, t'as pas compris, c'est simple pourtant. Simple? Ouais, mon gars. Mark Cerny t'explique, sa console est moins puissante et pourtant elle sera plus rapide. C'est clair, non? Bonjour mes amis, alors avec ce titre un petit peu putaclic, je le reconnais, hein, eh bien je voulais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, une petite phrase qui est passée inaperçue de Mark Cerny, mais qui va définir pour moi tout le profil de la PS5, ce qu'elle va être, les différences qu'il va y avoir avec la Xbox Series X par exemple, les différences de design et les différences de conception, et donc en termes de puissance, en termes de, on va dire, de retour sur le jeu, ce que ça va donner. Alors pour commencer, je vais donner 2 ou 3 éléments. Le premier élément, je sais que je travaille dans le microélectronique depuis 30 ans, donc je ne suis pas le plus grand spécialiste loin de là, mais je connais un peu le sujet quand même. Le deuxième élément, c'est que non, je ne vais pas attaquer la PS5 une fois de plus, je m'en explique. Il y a 99% de chances que j'achète une PS5 en fin d'année, si elle sort en fin d'année, parce que voilà, il y a eu en particulier 3 grands titres, on va dire 3 grandes exclus sur PS4 qui m'ont beaucoup plu, hein, qui sont God of War, qui sont Last of Us, bien sûr, on attend Last of Us 2, on espère qu'il va sortir un jour, mais il sortira normalement, et qui sont Horizon Zero Dawn. Donc vous voyez, moi j'ai tout intérêt à acheter la PS5, la Xbox, j'aimerais bien aussi l'acheter, après c'est une question de moyens, et puis une question de place aussi, je reviendrai dans le design un peu plus tard dans cette vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de transistors. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Cette chose, c'est on va dire l'élément élémentaire du CPU, du GPU, de toutes les puces qu'il y a aussi dans votre automobile, qu'il y a dans votre télévision, dans votre téléphone, dans vos smartphones, hein, qu'il y a même dans la machine à café, partout, quoi. C'est un élément extrêmement important, alors il n'y a pas que celui-ci, mais c'est l'élément fondateur, on va dire, de la microélectronique, et de l'électronique même en général. Le transistor, on peut imaginer ça en fait en une espèce de porte, vous savez, un sas comme vous avez par exemple dans des magasins avec un détecteur en haut, quand vous arrivez ça s'ouvre et puis ça se referme derrière vous, et bien c'est quelque part une porte, c'est-à-dire ça va laisser passer ou pas les électrons. C'est ce qui va donner les 0 ou les 1, le fameux système binaire que vous entendez toujours parler, hein. Quand les électrons passent on est à 1, quand on ne passe pas on est à 0. Donc cela va donner des signaux élémentaires qui vont donc se mélanger, qui vont former des calculs simples, puis des calculs plus complexes, des calculs élémentaires, des calculs complexes, qui vont à la fin former des opérations complètes de calcul qui vont être retranscrites par exemple dans vos jeux par des éléments de programmation. Donc c'est pour ça que vous entendez par exemple tel GPU a 30 milliards de transistors, tel CPU en a 20 milliards, etc. etc. C'est ces petits éléments, ces petites portes qui sont multipliées donc par 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Qu'est-ce qui commande tout ça? Eh bien, il y a des entrées et sorties bien sûr, mais il y a un élément fondateur, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'horloge. Comme pour un coureur, en fait, le coureur, il a une capacité maximale qui est quand même fournie par son cœur, par ses muscles aussi, bien entendu, mais c'est le cœur qui va quand même être l'élément primordial. Et bien, c'est exactement la même chose pour toutes ces puces, c'est-à-dire le GPU, CPU, tout ce que vous entendez, c'est l'horloge. Si vous entendez parler de l'horloge, vous savez, tel CPU, tel GPU va marcher à 1,8 GHz, un autre à 2,2 GHz, c'est-à-dire, il va être capable de s'ouvrir ou de se fermer le transistor 2,2 milliards de fois par seconde, ce qui est énorme, hein, vous imaginez. Eh bien, c'est cette horloge-là, qui est un peu comme le cœur de l'athlète que je parlais précédemment, qui va permettre de cadencer tous ces transistors. Et tous ces transistors, quand ils bagotent, c'est un petit peu comme les pistons d'une voiture, hein. Quand vous êtes au repos, les pistons tournent doucement, le moteur chauffe doucement, mais sans plus. Quand vous allez sur l'autoroute à 300 km/h, c'est interdit, je le sais, mais imaginons, ou sur un circuit par exemple, ça va chauffer, parce qu'évidemment, il y a des contraintes mécaniques qui font que ça chauffe de plus en plus. Et si on n'a pas un système de refroidissement efficace, on risque la casse moteur. C'est exactement la même chose en électronique. Les transistors, s'ils se mettent à tous bagoter, parce qu'on demande énormément de ressources CPU ou GPU, tous les transistors vont se mettre à bagoter en même temps, vont chauffer en même temps, et donc si on ne refroidit pas, il peut y avoir un emballement thermique et la casse, ni plus ni moins, du circuit intégré. C'est pour ça qu'il faut un système de refroidissement efficace. Alors Xbox, Microsoft, ils ont été bien malins. Phil Spencer, il a appuyé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il a pris l'exemple il l'a pas dit bien sûr, mais de la PS4 Pro,
que j'ai, hein, qui a été raté au point de vue, il faut le dire, hein, au terme de refroidissement. Ça ne veut pas dire que le refroidissement n'est pas efficace, sinon toutes les PS4 Pro tomberaient en panne. Ça veut simplement dire que malheureusement, il se déclenche très souvent le système de refroidissement, hein, les ventilateurs en particulier, ils sont tout le temps à fond et ils font beaucoup de bruit. Ils ont absolument voulu tenir 4,3 teraflops, je vous rappelle, c'est la puissance de la PS4 Pro quand même, hein, dans une petite boîte avec des ventilations très discrètes. Et bien ça chauffe et ce n'est pas suffisant. Et donc Phil Spencer donc de Microsoft, il a dit on va appuyer là-dessus parce que nous, la Xbox, on va faire une tour. Cette tour, elle va être très très bien ventilée. Effectivement, il n'y a rien de mieux qu'une tour, puisque c'est large, c'est grand, l'aspiration se fait par-dessous, ça va cracher l'air chaud par-dessus, donc théoriquement ça va bien évacuer, et donc elle sera très silencieuse en termes de ventilation, de refroidissement. Oui, mais ça ressemble à un PC fixe. C'est d'ailleurs l'architecture qu'ils ont pris à Microsoft et Xbox Series X, si vous voyez bien, toutes les fréquences sont fixes, hein. Je crois que le GPU est à 1,82 GHz, et le CPU, si je ne me trompe pas, doit tourner à 3,6 GHz. C'est fixe, c'est comme un PC gamer, finalement. Mark Cerny, lui, il a dit, on va faire différemment, parce que je veux rester, et c'est pour ça que je vais venir sur le design, je veux rester comme la PS4, comme la PS3, je veux rester une console de salon, et non pas ressembler à un PC gamer. Et pour ça, il faut que ça soit intégré dans un meuble, que ça puisse s'intégrer dans un meuble, donc que ce soit assez petit en termes de volume. Ça ne peut pas ressembler à une tour, parce que la tour, vous la mettrez jamais dans un meuble, vous la mettre à côté si vous avez la place. Et pour ça, il faut un système de refroidissement efficace. Oui, mais voilà, il y a 10,2 teraflops. Et ça pose problème, parce que déjà, la PS4 Pro, c'est un véritable ventilateur. Comment on va faire? Ah, et bien ils ont trouvé. Et c'est là où PlayStation, ils ont vraiment changé de stratégie. Ils ont pris une stratégie, avec AMD bien sûr, en travaillant avec AMD, de PC portable. Et oui, des PC portables, c'est-à-dire gamers, ça existe aussi. Et les PC portables gamers, ils sont puissants, certes, moins puissants que des PC gamers fixes, hein, c'est là où je vais en venir aussi, mais ils sont quand même très puissants, et vous n'entendez pas souffler toutes les 30 secondes, si c'est bien fait, bien entendu. Mais comment ils font ce prodige? Eh bien avec des fréquences variables. C'est-à-dire que quand le jeu travaille un peu moins, ou quand il demande un peu moins de ressources, eh bien vous baissez l'horloge interne. Vous savez, l'athlète, le cœur, eh bien vous courez un peu moins vite, parce que vous avez besoin de courir un peu moins vite. Les coureurs de fond, par exemple, ils vont un peu ralentir la cadence pour se ménager. C'est exactement pareil. Et quand vous avez besoin de donner un coup de boost, hop, vous pouvez réaccélérer, vous avez le potentiel. Sauf qu'il y a une petite phrase de Mark Cerny, c'est qu'il a dit « Notre PS5 s'adaptera en fonction du milieu ». C'est-à-dire que si vous êtes dans un milieu chaud, contraignant, eh bien les fréquences max qui sont, si je me rappelle bien, de 2,2 GHz pour le GPU et de 3,5 pour le CPU, n'atteindront pas ces valeurs. Pourquoi n'atteindront pas ces valeurs? Parce que justement, la console sera trop chaude et qu'il veut mettre un point d'honneur à ce qu'elle reste silencieuse, contrairement à la PS4 Pro. Donc ça veut dire une ventilation certes présente, mais qui ne devra jamais excéder un certain taux de bruit. Ce qui veut dire qu'on va baisser donc les fréquences d'horloge. Ou alors, ils seront obligés de revenir comme sur la PS4 Pro à une console plutôt bruyante. C'est là l'interrogation que je pose, c'est-à-dire, il a bien parlé, il a dit nos fréquences varieront en fonction de l'environnement, de la chaleur, d'où est située la console, si elle est dans un meuble un peu enfermé où il n'y a pas trop d'évacuation d'air, etc. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des consoles pour le même jeu qui sont plus ou moins efficaces en termes de fréquence. Alors, je vous rassure, je ne pense pas que ça va changer la face du monde totalement. Mais quand même, je ne peux pas dire dans quelle mesure. Parce que sur des jeux, comme ils nous ont promis PlayStation et Microsoft, à 120 frames par seconde en 4K, hein, est-ce qu'on n'aura plus que 100 frames par seconde, par exemple? Parce que le GPU ne sera pas à 2,2 GHz, mais il sera peut-être à 1,8, 1,6, voire 1,4. Il peut y avoir de sacrées dégradations en termes de, je dirais, en termes de fréquence d'horloge. Hein. Ça dépend comment la puce va chauffer, comment elle va être ventilée. Ce que Xbox Series X n'aura pas comme problème. Toutefois, je veux quand même préciser que je ne vais pas aller dans le sens, pas abonder dans le sens de cette info, comme quoi la PS5, la PlayStation aurait d'énormes problèmes de surchauffe, que ça allait retarder leur design, que ça allait tout remettre en question, je ne sais quoi, qui est apparu d'ailleurs sur un journal spécialisé, donc Microsoft, Xbox. Hein. Je pense que c'est, voilà, il devrait ce journal se méfier, s'il veut être un tant soit peu sérieux, ne pas mettre ce genre d'informations. Alors certes, il a notifié que d'après lui, c'était peut-être pas vrai, à vérifier. Et puis après, il a fait un très très long article à charge, je dirais, sur ce problème-là.
Je pense qu'en étant sérieux, il faut fournir des informations un peu plus objectives, même si bien entendu on peut être très attaché au monde de Xbox, comme c'est le cas d'ailleurs pour le PlayStation, comme c'est le cas pour Nintendo ou PC Gamer. Donc voilà, je voulais signaler ce petit point, c'est-à-dire une vraie interrogation. Comment va être géré finalement ces fréquences variables? Parce qu'on nous explique que c'est un bonus de puissance, hein, c'est-à-dire que lorsque le GPU va devoir baisser, le CPU va monter, puis inversement. Oui, enfin, je crois que lorsqu'il va devoir baisser parce qu'il fait trop chaud dans la pièce, le CPU, lui, il va pas suivre non plus, il va devoir baisser aussi. Donc si les deux baissent en même temps, qu'est-ce que ça va donner à l'écran? C'est ça qui m'intéresse. C'est est-ce qu'il y aura une réelle dégradation des performances, un ralentissement, comme vous savez, on a connu dans certains jeux à l'écran? Une vraie question. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'en ferai d'autres un peu plus techniques d'ailleurs sur la fabrication, pourquoi pas des puces, sur l'évolution du prix par exemple, comment est-ce qu'ils font Microsoft et PlayStation pour s'en sortir. Mais n'oubliez pas un point important pour moi, et je le dis bien pour moi, et je peux me tromper, mais je pense que j'ai raison, PlayStation, PS5, ce sera une console qui sera intégrable dans un meuble, contrairement à la Xbox aujourd'hui. C'est donc vraiment une affaire de choix, et c'est vraiment une différenciation entre le Microsoft qui a pris vraiment le parti du PC gamer fixe finalement, et PS5 qui a pris le parti du PC gamer portable, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus intégré, donc avec des fréquences variables. On verra ce que ça donnera en termes de puissance au final. Est-ce que ce sera équivalent ou pas à peu près? Ce sera pour bientôt, je l'espère, les nouvelles spécifications et le design surtout de la PS5 que j'attends avec impatience. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, toujours. Restez chez vous encore. Ça risque de durer un certain temps, maintenant on le sait. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!